Allez, je tire 200. Fric, thune, Pognon. oseille, La moula. risby, Salaire. Honoraire. Prime. Pension de retraite. Livret A. héritage, Assurance vie. Impôt. Déduction. Investir. Bitcoin. Crédit. Intérêt. SCPI, Plan d'épargne action. PER. Travailler, se marier, se paxer, ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi, trop souvent, d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la énième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans pour une fête, mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Oyon, auteur de Les filles osons parler d'argent, nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Combien tu gagnes ? Qui pose facilement ce genre de questions au début d'une rencontre amoureuse, et même quand la relation commence à durer. On le sait, parler d'argent au sein du couple hétéro, n'est pas si facile. L'autre peut croire qu'on est intéressé, avide, bassement matérialiste. Parler d'argent au début d'un couple, c'est pas très romantique. Ça peut casser l'ambiance. Mais arrive un moment où il faut bien parler gros sous. De l'argent du loyer ou du futur crédit de la maison, des dépenses pour le quotidien, pour les enfants. Qui paye quoi pour faire tourner la baraque ? Pour financer les vacances, compte commun ou pas ? Pas facile de mettre la question sur la table. On nous a tellement seriné que quand on aime, on ne compte pas. Il faudra aussi se demander qui décide des stratégies d'épargne et de placement dans le couple ? Qui contrôle les dépenses de la famille et comment ? Les deux ou un seul ? Et qu'est-ce qui se passe dans le couple quand le fonctionnement du couple désavantage l'un des deux sur le plan financier, patrimonial ? Qu'est-ce qui se passe dans le couple quand l'un des deux, c'est souvent la femme, est dépendant de l'autre sur le plan financier, même quand elle travaille ? Quelles sont les conséquences de ce déséquilibre sur la relation de couple, sur son intimité ? Pour parler du rôle de l'argent dans le couple, nous recevons Margot Théroux, sexologue clinicienne engagée dans la lutte contre les violences économiques. Bonjour Margot. Bonjour Corinne. Et Thierry d'ailleurs. Bonjour Margot, bonjour Corinne. Bonjour Thierry. Et merci d'être avec nous. Alors, avant de vous poser nos questions, puisque vous êtes engagé dans les violences économiques, vous pourriez nous dire précisément qu'est-ce que vous appelez les violences économiques ? Alors, les violences économiques, ça fait partie des 6 violences que l'on connaît et dont on recense en France. De tête, il y a les violences physiques, les violences psychiques, les violences verbales, les violences administratives. Et il y a également les violences économiques. Et les violences économiques, en fait, ce sont toutes ces choses que les femmes vivent au quotidien, parfois sans même s'en rendre compte, et c'est ça qui est triste. Et ça peut être l'emprise d'un conjoint très souvent masculin sur leurs dépenses, il va contrôler ce qu'elles font, l'argent qu'elles dépensent, et parfois même va les empêcher de travailler pour éviter qu'elles gagnent de l'argent. Le but, c'est de créer une prison dorée, de faire en sorte qu'elles ne puissent pas s'en échapper. Alors, avant de poursuivre, vous me rappelez une interview que j'avais faite il y a peut-être 3-4 ans de Guillaume Richard, qui est le PDG de WeCare. WeCare, c'est une entreprise qui fournit des auxiliaires de vie et qui est engagé lui-même contre le travail au noir des femmes, et qui m'avait raconté qu'il s'était rendu compte que dans les femmes, dans ses salariés, parmi ses collaboratrices, ses salariés, il y avait un certain nombre de femmes qui travaillent au noir parce que c'est le mari qui force la femme à travailler au noir. Alors, pas pour WeCare, mais quand elles sont embauchées.
qui faisait tout pour qu'elle travaille au noir, pour qu'elle reste dépendante de lui. Et c'est souvent d'ailleurs corrélé avec des violences physiques. Oui. Et donc, je vous pose ma première question. On entend encore souvent dire que l'argent est un sujet tabou dans les couples. J'aimerais qu'on creuse ce tabou. Qu'est-ce qui est tabou précisément et pourquoi? Qu'est-ce que ça cache, ce tabou? Alors déjà, il faut recontextualiser un petit peu. Là, je vais vous parler de la France, puisque moi, mes connaissances et mon étude portent sur la France, ce qui est bien évidemment très différent dans des pays anglophones avec une culture protestante où, de base, le rapport à l'argent est sensiblement très différent. En France, fille aînée de l'Église, séparée en 1905, on porte en nous finalement ces stigmates de cette culture judéo-chrétienne où l'argent était tabou. C'est-à-dire que, alors, il y a finalement un rapport assez ambivalent. L'argent, quand il était redistribué, c'était faire charité. Par contre, l'argent pour profiter, c'était quelque chose d'extrêmement tabou. Donc, finalement, en fait, on porte en nous 1700 ans de culture judéo-chrétienne où on a cessé d'entendre et de dire que l'argent était quelque chose de sale, que c'était associé au vice. Et donc, forcément, aujourd'hui, on est les réceptacles de tout ça. Qu'est-ce qui se passe lors de la formation du couple pendant cette phase de séduction? En fait, même si on ne parle pas d'argent au début, chacun se fait des réflexions, on se fait des constats et on les garde pour soi, pour lui, pour elle. Par exemple, c'est quoi ses études, son métier? Est-ce que ses perspectives d'évolution professionnelle et salariale vont être à la hauteur de mes espérances? Est-ce qu'il est locataire? Est-ce qu'il est propriétaire? Et puis, c'est toujours les mêmes qui paient le resto, le cinéma. Et est-ce que depuis le début, on partage ou pas? Ou alors, chacun paye à son tour et puis il y a la famille de l'autre. Il y a un futur patrimoine qui attend. Il y a celui qui est obligé d'aider ses parents. Et tout ça, c'est des sujets qu'on aborde rarement au début. Est-ce qu'il y a une trame à mettre en place? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Effectivement, en fait, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on nomme, nous, en sexologie, le contrat implicite. C'est-à-dire, ce sont toutes ces petites choses qui vont créer les bases du couple, qui invite au resto, quand on sort, quels sont les endroits qu'on fréquente, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début d'une relation, on ne veut pas trop perdre la face par rapport à son ou sa partenaire. Donc, si c'est des endroits qui sont trop chers, pas assez chers, qui sont des endroits où on a l'habitude de fréquenter, au contraire, des choses qui sont très étranges à nous, à ce qu'on a l'habitude de faire. Et généralement, la question de l'argent vient quand? Lorsque le couple devient couple au sens de l'INSEE, c'est-à-dire lorsque le couple va vivre ensemble. Et un couple au sens de l'INSEE, c'est des personnes qui vivent de façon ininterrompue pendant 6 mois. Voilà. Et donc, il faudrait d'ores et déjà parler de la question de l'argent. Alors, peut-être pas au début de la relation, parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu trop tôt au bout du 3e rendez-vous. Au fait, alors moi, je suis cadre, je gagne tant, et toi? Voilà. Ça peut en effrayer certaines, en se disant, mon Dieu, on est sur quelqu'un qui est très tourné sur l'argent. Ou américain, parce que... Mais pour notre culture, les Américains ont pour notre culture, c'est même presque inélégant. Ah, mais exactement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la question du tabou et l'héritage de notre culture judéo-chrétienne, ouais, tout à fait. Alors qu'aux États-Unis, c'est une question qu'on pose comme « qu'est-ce que tu as mangé ?» Donc, effectivement, il faudrait, à partir du moment où le couple devient couple au sens de l'INSEE, qu'il y ait une conversation sérieuse autour des dépenses, du temps passé, et en fait, finalement, toutes ces petites choses du quotidien dont on ne prend même plus la peine de regarder après. Alors, je pensais encore au début de la relation, là, en vous écoutant. Et quand on est dans la période un peu de drague, de séduction, mais qu'on est au chômage, voire en fin de droit, pour les femmes comme pour les hommes, c'est compliqué. J'avais exploré cette situation dans une enquête Marie-Claire où j'avais pris la mesure de l'humiliation, aussi bien pour les hommes, mais que pour les femmes aussi d'ailleurs. Hein, parce que on peut pas inviter au restaurant, on peut pas partager, on n'ose pas dire tu veux vraiment aller dîner là, c'est pas un peu cher, non? T'as vu le prix? Donc est-ce que vous voyez des femmes qui souffrent de cette situation, qu'elles soient elles au chômage ou que ce soit le nouvel homme de leur vie est au chômage, en fait, n'a pas de revenus. Est-ce que vous voyez des femmes qui mettent fin à la relation à cause du chômage? Alors, non, je ne rencontre pas des femmes en consultation. Par contre, il y a des statistiques qui sont faites tous les 15 ans sur les pratiques et les sexualités en France, qui s'appelle « Études et genre et pratiques de la sexualité en France », publiées par Bajos et Boson, qui démontre que l'impact du chômage chez les hommes et chez les femmes dans la qualité érotique est très différente. Un homme qui est au chômage aura une chance sur 3 d'avoir des baisses de désir.
Mhm. Et c'est intéressant à le savoir. Oui. Là où chez les femmes, ce qui va provoquer des baisses de désir, c'est plus une surcharge au travail. Oui. Ça, par contre, je le vois en consultation. Les femmes qui sont débordées au travail, clairement, le désir et leur vie érotique et intime se placent en dernière de leur to-do. Et par contre, effectivement, chez les hommes, c'est vrai que ça a des conséquences directes sur leur qualité de leur vie érotique. Pourquoi ? Parce que depuis, bien que cette loi ait été abrogée en 1970, par rapport à l'idée d'un chef de famille, aujourd'hui encore des hommes, et même dans la tradition, dans la famille, dans la culture, on pense que c'est l'homme qui doit tout porter. Et donc, à partir du moment où il ne remplit pas son rôle de chef de famille, dans les couples hétérosexuels, j'entends, il y a tout qui s'effondre, sa virilité y compris. Et donc, quel est le meilleur endroit de l'expression de la virilité ? L'érection et la baisse de désir. D'accord. Donc, c'est un problème d'atteinte à sa virilité, Ouais, à son identité d'homme. à son identité. Parce d'homme. que, enfin, encore une fois, c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Le fautif, c'est la société, finalement. C'est oui, les constructions, c'est le monde dans lequel on est. Donc, alors, quand on s'installe pour vivre ensemble, il y a souvent des déséquilibres qui s'installent parce que personne n'ose aborder frontalement la question des revenus, du partage, des dépenses. Donc, on a parlé de ce tabou qui persiste, mais la question, c'est pourquoi est-il si difficile de changer ses habitudes et de briser ces tabous ? En fait, pourquoi c'est plus facile de dire on baise que partageons équitablement les charges parce que c'est moi qui paye toutes les dépenses quotidiennes, bref. Pourquoi l'argent dans ce couple est-il encore plus tabou finalement que le sexe ? C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que faites l'exercice autour de vous. Demandez aux personnes la nature et les pratiques de leur rapport sexuel. Elles sont beaucoup plus à l'aise pour vous répondre que si vous leur demandez combien elles gagnent. C'est vrai. Donc véritablement, voilà. Je sens des têtes qui acquiescent et je ne dirai pas qui. Ouais. Encore une test auprès de vos amis. Voilà, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est hyper tabou. Et il y a une phrase que j'aime bien dire en consultation, c'est que pour moi, l'argent, dans les discussions difficiles dans le couple, c'est la plus facile des conversations difficiles. En fait, c'est-à-dire que l'argent est là, et en fait, il sera là à l'emménagement du couple, mais à toutes les étapes. S'il y a un enfant, il va falloir discuter. Est-ce qu'on fait un conjoint pour l'enfant ou pas ? Quand on prend en charge. Ensuite, il va y avoir les écoles, l'éducation. Et s'il n'y a pas d'enfant, on achète ensemble ou pas ? Il y a aussi le sujet de monsieur qui prend en main ses ambitions et qui demande à madame de décélérer pour pouvoir continuer à monter. Ah oui, non, mais ça, c'est dramatique. En plus, aujourd'hui, il y a encore un homme sur 6 qui pense que, selon le rapport du HCE, donc du Haut Conseil à l'égalité homme-femme, que seules les femmes peuvent s'arrêter de travailler pour prendre en charge Pas les hommes. Voilà, comme si c'était quelque chose de inné. Non. Alors, puisqu'on parle de ça et qu'on ouvre un peu cette conversation, Ouais. dans ma pratique, j'incite les couples à faire ce que j'appelle le rendez-vous patrimonial annuel. Pourquoi je fais faire le rendez-vous patrimonial annuel ? Parce que, comme vous disiez, il y en a un qui gagne plus que l'autre, peu importe lequel, mais celui qui gagne, qui permet à l'autre de gagner plus, à un moment donné, doit être compensé dans le couple, parce qu'il permet à l'autre de gagner plus. Et ça, c'est mon grand slogan, c'est faites un rendez-vous patrimonial annuel. Et le deuxième conseil, c'est on peut, à l'intérieur du couple, compenser une perte de richesse à son conjoint ou à sa conjointe. C'est excellent. C'est exactement ça, c'est excellent. Et je pense que cette idée de rendez-vous patrimonial, je vais la garder. Je me permets. Moi, c'est vrai que j'ai mis un protocole. Thierry Oyon. Bah, bien sûr. Moi, j'ai développé un protocole, entre guillemets, en 4 étapes. Le premier, c'est déjà de dédramatiser avec cette phrase « L'argent est la plus facile des conversations difficiles ». Oui. J'ai mon beau-père qui dit que l'argent est un très bon serviteur et un très mauvais maître. Je pense qu'on devrait toutes l'avoir en C'est tête. intéressant. Ouais. Ouais. Le deuxième, c'est alors analyser son héritage financier, mais financier émotionnel, dans le sens où analyser son rapport à l'argent. Parce qu'on vient toutes et tous de familles Oui, de famille. très différentes. Mhm. Et quand bien même on vient de la même classe sociale, le rapport à l'argent est très différent. Parce qu'il y a des familles qui se sont faites tout seules, d'autres qui ont hérité, d'autres qui ont des biens, d'autres qui sont partis de zéro. Et donc ça m'est arrivé très souvent effectivement d'avoir des couples, même classe sociale dans les faits, mais des histoires patrimoniales et du coup un rapport à l'argent très différent. Ensuite, effectivement, le troisième conseil, c'était d'organiser un rendez-vous en dehors de l'appartement pour parler de l'organisation financière, mais du quotidien, clairement. Alors, on se rejoint totalement, Thierry, avec le rendez-vous patrimonial annuel. Et enfin, effectivement, agir et de mettre des solutions faciles
à mettre en place du quotidien, comme au prorata du salaire et des choses comme ça. Moi, je suis contre l'égalité salariale, mais plus pour l'équité salariale dans Oui, le couple. bien sûr. L'égalité, vouloir faire 50-50, indépendamment des revenus. Bah, s'il y en a un qui gagne 6 000 euros, 7 000 euros, et l'autre, l'autre 2 000, on va pas... Ça sert à rien. Mais C'est pas la un- même chose de mais mettre c'est le 500, piège. 500 euros tous les mois Mais c'est le sur piège. un compte joint. C'est un piège. Mm. C'est le piège de celui qui gagne plus. Le piège de celui qui gagne plus, c'est d'une certaine manière mettre en place de la violence en imposant à l'autre un niveau de train de vie qu'il ne peut pas tenir. Moralité, celui des deux qui gagne très bien sa vie a la place pour faire de l'épargne. Celui des deux qui gagne moins bien sa vie n'a plus de place pour faire de l'épargne. Et donc, on est dans une situation où il y en a un qui passe son temps à se bagarrer pour fonctionner économiquement et l'autre, en fait, qui vit dans l'opulence. C'est ça. Après, il y a Et le qui- sujet voilà. des impôts Il y en a derrière un qui tout ça. s'appauvrit. Voilà. Il y en Exactement. a un, souvent une d'ailleurs, qui, Une, oui. qui s'appauvrit. D'ailleurs, il y a Ouais, des mais- statistiques sur la situation financière des femmes après divorce. C'est une catastrophe. Ouais. Il y en a 20% qui perdent en termes de niveau de vie. Et je crois, quand on regarde au niveau des familles monoparentales, Oui. les familles les plus précaires en France, c'est les familles monoparentales gérées par les femmes. Oui, ça c'est clair. Par contre, la baisse du train de vie après un divorce, les chiffres sont phénoménaux. En tout cas, moi, Ouais. je le vois ici, parce qu'en fait, elles ont perdu leur employabilité, parce qu'elles ont permis de faire à leurs compagnons une expat, et elles ont baissé en rythme de boulot, donc forcément, elles se retrouvent avec une employabilité amoindrie. Ensuite, quand elles reviennent sur le marché du travail, elles sont plus toutes jeunes, malheureusement. Elles ont fait leurs enfants, mais elles sont plus toutes jeunes. Et là, encore une fois, elles se heurtent à une société qui considère qu'elles sont beaucoup trop âgées pour faire des métiers dont elles ont besoin, parce qu'elles ont besoin de travailler. Ouais. La double peine, quoi. Il y a les pertes directes et les pertes indirectes. Et c'est vrai que des pertes indirectes, on n'en parle pas, de l'employabilité sur le marché. C'est pas quantifié, ça devrait l'être. Attention, je vais être désagréable. Bon sujet à moi, ici, c'est très souvent de parler de la délinquance de l'intime. La délinquance de l'intime. La délinquance de l'intime, c'est quand vous avez dans un couple un des deux qui sciemment est organisé de manière prématurée à faire en sorte que financièrement, et on en parlait tout à l'heure, son compagnon ou sa compagnon soit précaire d'un point de vue économique et social, de sorte de maintenir comme ça une espèce de pression, De dépendance. de dépendance, de pression, et qui fait que finalement, celui des deux qui est moins équipé financièrement, le jour où cette personne sort du couple, c'est une catastrophe. Mais ça, ici, je le rencontre très souvent chez des grands cadres, des cadres moyens, des cadres sub, et ainsi de suite. Voilà. Vous le voyez, vous, dans votre Ouais, pratique en fait, Thierry parle de violence économique. Et on a toujours tendance à avoir une approche très misérabiliste, un peu droitarde de la violence économique en disant c'est forcément les CSP- ou les classes populaires. Alors qu'en fait, la violence économique, c'est la violence. Ça concerne tout le monde. Dans l'enquête que j'ai faite, j'ai interrogé des femmes qui gagnaient 1 500 euros par mois et des femmes qui en gagnaient 15 000 euros. Et en fait, finalement, la violence, elle est partout. Et donc, effectivement, il est temps d'arrêter d'avoir cette approche, ce regard un peu misérabiliste en disant ça concerne que certains types de personnes. C'est faux. Et justement, c'est parce qu'il y a un tel stigmate autour de cette violence que les femmes n'osent pas en parler. Et je suis hyper contente, bien que très attristée, qu'elles en parlent et qu'elles se sentent en confiance pour en parler ici. Elles en parlent, malheureusement, pas assez souvent, et malheureusement, bien souvent, trop tard. Ah oui. Puisque, en fait, dans mes activités ici, j'aide des femmes dans des process de divorce, ou bien elles viennent me voir parce qu'elles ne comprennent pas très très bien comment se fait-il que... En fait, il y a des incohérences financières à la maison, elles perdent le pied, elles ne comprennent pas. Et en fait, monsieur ou madame, dans un chemin d'expat, a laissé des comptes à droite et à gauche. Et en fait, il ou elle va expliquer que finalement, on n'a pas autant d'argent que ça. La réalité, c'est qu'il y a de l'argent, oui, mais planqué à droite et à gauche. Voilà. Voilà. Ça, c'est une violence économique. Et avant d'en parler, il faut d'abord en prendre conscience. Et cette prise de conscience, elle peut être longue. Et j'en viens d'ailleurs à ma question à propos de prise de conscience. Je me demandais si les jeunes femmes prennent plus conscience que les générations d'avant, que les inégalités entre les femmes et les hommes vont bien au-delà des inégalités de salaire. Parce qu'on parle souvent, quand on parle de l'argent des femmes, on parle des inégalités salariales. Et que ces inégalités, donc, elles touchent
le partage des dépenses, les investissements du couple, la constitution du patrimoine. Alors, on voit de plus en plus de livres sur la question. Hein. On a parlé tout à l'heure des livres de Thierry. Et là, encore tout récemment, est sorti ce livre formidable aussi, Aux une citoyenne. Et bientôt le livre de Margot. Ouais, et puis le livre d'une de mes amies, effectivement, aussi, qui s'appelle Les super pouvoirs, avoir des super pouvoirs financiers. Ouais, c'est une tendance. Voilà, il y a une grosse tendance en ce moment. En tout cas, une petite tendance, une petite musique autour de l'argent des femmes. Alors, du coup, j'aime pas dire du coup, mais je le dis quand même, est-ce qu'on parle plus de l'argent du couple dans le couple grâce à cette tendance? Alors, je vais donner un avis qui est totalement subjectif et qui n'est en aucun cas nourri de quelconque statistique. Je pense sincèrement que ça reste quand même encore quelque chose Ah oui, de tout de très même. élitiste. Oui. J'ai la chance de grandir, d'évoluer. Je me considère comme féministe, d'être entourée, d'avoir des lectures, des endroits pour discuter. On enregistre sur Paris, donc je suis parisienne qui plus est, histoire d'eux. Et je pense encore une fois que c'est quelque chose qui est très élitiste, dans le sens où il y a une réflexion, il faut quand même déjà s'intéresser à la question des inégalités femmes-hommes, donc avoir un tout petit peu un pied dans ce qu'on appelle le féminisme, hein, c'est vraiment purement œuvrer pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ensuite, il faut prolonger la réflexion et s'intéresser au patrimoine qui pendant très longtemps, et même l'argent, était quelque chose qui était exclusivement masculin. Donc, les livres comme ceux de Thierry, ceux de Héloïse Boll et d'Insaf, ceux de Hélène Gerby et ceux de Lucille Quillet qui a sorti Oui, aussi. l'année dernière le prix à payer, et Lucille Peytavine qui a sorti, elle, Le coût de la virilité, sont des livres qui sont nécessaires. Et l'avantage des livres, c'est qu'ils sont nationaux et tout le monde peut y accéder. Mais faut-il encore avoir l'envie et de faire ce premier pas d'y aller? Et quand j'entends encore parfois parler sur cette notion du chef de famille, je me dis qu'il y a encore du travail. Donc, j'ai l'impression que les choses avancent très doucement, que c'est peut-être un microcosme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thierry. Alors moi, la semaine dernière, Ouais. je reçois une dame très très bien éduquée, qui est une patronne d'un département d'une société de services et qui fait des chiffres extraordinaires, à qui je pose la question, parce qu'elle arrive chez nous, mais combien gagnez-vous? Ben, je ne sais pas. Ah, très bien. Bon, la maison que vous avez achetée, combien? Ben, je ne sais pas. Et combien gagne votre mari? Bon, alors ça, je sais encore moins. Et finalement, donc je lui ai demandé, je lui ai écrit un mail avec des questions. Je lui ai dit, voilà, répondez-moi ça. On parle ici d'une dame de 45 ans. Et donc, quand vous dites qu'il y a de la littérature, qu'il y a un mouvement, il y a des journaux qui parlent des femmes, d'argent, je continue à dire malheureusement qu'il y a encore trop de femmes qui ne sont absolument pas concernées par ça. Alors on pourrait dire, ah oui, mais si elle ne travaillait pas, on pourrait dire, ah c'est un alibi parce qu'elle ne travaille pas, donc elle a pas de flux économique. Ben non, aujourd'hui on remarque qu'il y a des femmes qui travaillent, qui ont des responsabilités économiques et sociales dans des entreprises où je présume qu'elles doivent tomber des tableurs Excel sur les provisions de vente et ainsi de suite, les marges et ainsi de suite, mais qui, quand arrive le moment de parler de leurs finances personnelles, comment on peut dire, il y a une espèce de... on ne peut pas dire qu'il y a un rejet, il y a une espèce de distance. Une distance, il y a une distance. Voilà, il y a une espèce de déconnexion. Parce que c'est le mari qui s'occupe de tout. Parce que dans le cas de cette dame, elle a un mari qui gagne un tiers de moins qu'elle et qui est propriétaire de la maison à 60% et elle à 40%. Ah ben oui, bonne grimace. Je grimace, oui. Et ben voilà. Donc on arrive comme ça à des situations aberrantes avec des gens de très bonne éducation qui sont dans la vie économique et qui pourtant font un blocage, voilà, une espèce de barrage psychologique qu'ils instaurent parce que ce sujet n'est pas un sujet, voilà. Mais ça ne me surprend pas, c'est exactement ça. C'est encore faut-il avoir ce premier pas. Mais quand on sait que les filles abandonnent très vite les maths, qu'il n'y a pas d'éducation financière, qu'il y a des statistiques qui montrent que dans une même famille, un petit garçon reçoit plus d'argent de poche qu'une petite fille, en fait, ça commence par là, quoi. En fait, les petites filles ne s'autorisent pas à penser chiffres parce qu'on leur dit que c'est des littéraires ou elles doivent faire de la créativité. Mais quelle bêtise! Quand dans une famille, le père ne gâte pas plus son fils que sa fille. C'est-à-dire, ils ne sont pas 15 enfants, ils sont 2 enfants. La fille reçoit tout le temps la moitié de son frère.
Bah, c'est ça, c'est Sybille C'est Golec fou. et Céline Bessières qui ont Oui, écrit c'est ça. un livre, Le genre du capital, où il est démontré effectivement, statistiquement, que les garçons, les hommes à ce niveau-là, lors d'une succession, gagnent plus que les filles. C'est exactement l'histoire que tu nous racontais tout à l'heure. C'est le dossier sur lequel je suis. Un frère et une sœur. Le frère est gâté parce qu'il est gâté. Et la sœur, à qui on est censé donner en compensation pour son frère, on lui explique qu'on lui a prêté. Ah là là, ça va m'énerver. Ça m'énerve déjà. Alors, en France, on pense souvent que quand on s'aime, on compte pas, et que ce qui est à toi est à moi, et réciproquement. Donc ça, c'est quand on C'est est ce qu'on entend. bucolique à 2000%. Mais de plus en plus de couples choisissent la séparation de biens. Et en même temps, c'est pas facile à dire quand on veut se marier, de dire bon, ma chérie, on va se marier. Bon, je te propose un régime de la séparation. Toi, tu gardes ce qui est à toi, et moi, je garde ce qui est à moi. Enfin, surtout moi qui garde tout. Et en cas de divorce, je veux pas partager. Et est-ce que vous voyez des femmes qui souffrent du déséquilibre dans le couple à cause du régime matrimonial, quel qu'il soit, hein, par exemple, quand elles doivent donner un coup de main à leur mari, par exemple, pour rembourser des dettes? Alors, je vais vous raconter une histoire un peu personnelle. Nous sommes toutes oui. Attention, on rentre dans l'intime. J'en parle très rarement de mon intimité, mais là, il faut que je vous raconte, ça va vous faire rire ou pas. Je suis mariée en couple hétérosexuel avec donc un homme et nous avons décidé, quand nous nous sommes mariés, de faire de la séparation de biens. Parce que Tout va bien jusque-là. tout va bien jusque-là, pour la simple et bonne raison que je suis sexologue, il est entrepreneur. J'ai les connaissances du couple, et surtout quand ça va pas bien. Et lui, il a son patrimoine, moi aussi j'ai mon patrimoine en tant qu'entrepreneur également. Bref, on a décidé ça, mais comme si on disait ce soir on mange une pizza, quoi. On fait voilà. Un couple sur deux finit en divorce. On s'est dit, lors de la séparation, si un jour il y a une séparation, je ne veux pas gérer la partie financière, je veux juste gérer mon deuil de couple. On a d'autres amis qui vont se marier. Ils nous demandent des conseils sur ce qu'on a fait, l'organisation, etc. Et vient la question du contrat. Et là, j'ai cette phrase, mais je me souviendrai toute ma vie de mon amie que j'aime, hein, mais franchement là-dessus, elle n'a pas assuré. Elle m'a regardée dans les yeux, elle m'a dit « Oh, mais moi Margot, je pourrais jamais faire ça. » Et je lui dis « Faire quoi ? Faire une séparation de biens ? Je l'aime trop. » Ça n'a rien à voir. Et là, grand moment de solitude dans la soirée. Mon mari et moi, on sait pas trop où se mettre. Le mari de mon ami la regarde en soutien. Bah oui, non, on s'aime trop. Et en fait, j'ai regardé, je lui ai dit, mais attendez, je vous parle de deux choses différentes. C'est pas parce qu'on prépare son héritage, c'est pas parce qu'on prépare ses funérailles qu'on va se faire écraser demain. Absolument. Et est-ce que finalement, anticiper, c'est pas une preuve qu'on tient finalement à l'autre en disant, bah écoute, comme ça, quand on se sépare, on aura juste à gérer nos deuils Bien sûr. relationnels et pas à gérer et à se prendre la tête et voilà. Alors moi, j'ai une autre vision de ça, Ah bah, ça m'intéresse. un peu plus romantique. Oh, j'écoute. Alors je Nous dis... sommes toutes oui, bis, là, Thierry. Révélation. Moi, je dis, c'est bien de faire un contrat de séparation de biens, mais alors il faut créer un troisième membre dans le patrimoine. Il y a le patrimoine de A et le patrimoine de B, et Ouais. il faut créer un troisième patrimoine, c'est un patrimoine commun. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à gagner sa vie, il est quasiment impossible. Il y a Anne-Cécile Serfati là, qui a écrit un bouquin sur les doubles carrières, Oui. et ainsi de suite. Mhm. Bon, j'ai lu ce livre. Pour moi, il est intéressant. Mais enfin, ces gens qui vivent avec des doubles carrières, c'est... Bon, bref. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que rien n'empêche de faire un contrat de séparation de biens. Mais à partir du moment où on est marié, et le premier jour où on est marié, alors on doit se concentrer à fabriquer un patrimoine commun. De sorte que dans ça, on va gérer un peu les inégalités. Parce que, je prends un exemple, vous Oui. avez une activité magnifiquement intellectuelle et peu rémunératrice, mais à côté de ça, vous participez à la vie, vous occupez de la famille. D'un autre côté, votre mari a une entreprise qui est particulièrement rémunératrice, elle, qui est beaucoup moins, une activité beaucoup plus commerciale. Et donc, il est important qu'à partir de ce moment-là, au lieu d'enrichir, si vous voulez, le patrimoine de A et le patrimoine de B, okay, on vienne ici compenser pendant la durée du mariage le C. Mm. Voilà, et on peut l'organiser de sorte de le partager si on a à l'esprit des Parisiens avec et des statistiques de divorce en permanence. En tête. Désolée, des formations. Non, mais c'est totalement ce qu'on a fait. Hein. On a acheté notre appartement à deux et puis lui, il a fait ses investissements, moi, je fais les miens. Et puis finalement, ça rebondit. C'est marrant parce que comme quoi, la gestion de patrimoine et le couple,
C'est assez proche. En sexologie, et j'imagine que vous l'avez entendu aussi, on dit que 1 plus 1, ça fait 3. Oui. Il y a l'identité de soi, l'identité de l'autre et l'identité du couple. Et ça rejoint totalement. L'identité du couple va être nourrie par les investissements. Plus 1 égale 3. Voilà, on est d'accord. C'est beau. Alors, donc, je reviens à la prise de conscience. Oui, pardon. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe chez une femme quand, enfin, elle ouvre les yeux sur les inégalités dans son couple, sur sa dépendance à son conjoint. Par exemple, elle constate qu'elle ne fait pas la carrière qu'elle aurait pu faire parce qu'en fait, elle gère l'essentiel du travail domestique et l'éducation des enfants. Ou alors, comme tu disais tout à l'heure, l'expatriation, les expats. Elle a suivi son mari et elle n'a pas trouvé de boulot sur place. Ou alors, elle Elle n'a pas nourrit... le droit de travailler sur place. Et elle n'a pas le droit Souvent, aussi on a de des travailler pays où de elles n'ont pas le toute droit. façon, bien sûr. Mm. Ou alors, elle nourrit de plus en plus un ressentiment secret parce qu'elle paye toutes les dépenses du quotidien, ce qui fait beaucoup, ce qui peut faire beaucoup quand il y a des enfants. Tandis que monsieur, il paye le remboursement du crédit et pendant ce temps-là, pendant qu'elle s'appauvrit et qu'elle finit par s'en rendre compte, monsieur se constitue un patrimoine. Alors, je me demandais, et vous êtes sexologue, quelles sont les conséquences sous la couette de cette prise de conscience muette ? Les non-dits en matière d'argent sont-ils un puissant tue l'amour et tue désir ? Vous avez un petit peu donné déjà un début de réponse tout à l'heure, mais j'irai même plus loin. Est-ce que quand, par exemple, une femme gagne beaucoup moins que son mari, voire ne travaille pas, est-ce qu'elle se force à accepter un acte sexuel ou des actes sexuels parce que finalement, c'est lui qui paye, c'est lui qui gagne le plus ? Et est-ce qu'il y a un sentiment même de prostitution quand on se force à avoir des relations sexuelles parce que l'autre gagne plus, c'est lui qui fait bouillir la marmite? Alors, je ne dirais pas prostitution, C'est un peu dur. c'est dur. Par contre, il y a des statistiques, toujours les mêmes, en sexologie, qui ont été faites par le fameux livre dont je vous mentionnais tout à l'heure, Enquête sur la sexualité en France, qui a une édition qui sort tous les 15 ans, donc la dernière date de 2008, donc on l'attend avec impatience. Oui, vivement. Qui montre, Les chiffres. en fait, il y a des chiffres qui montrent que plus une femme est diplômée, et plus elle va s'autoriser à dire non dans les rapports sexuels. Il y a quelque chose là. Ouais, c'est ce qu'on appelle en sexologie un biais de consentement. Donc, son corps dit oui, elle dit oui, mais il y a une espèce de forme de redevabilité inconsciente qui fait que... Je vais essayer de vous retrouver les statistiques. Est-ce que vous pouvez me redire ça? Parce que ce sujet m'intéresse beaucoup. De redevabilité inconsciente, c'est... Ouais. Elles se sentent débitrices. Elles se Elles ont sentent... une dette. C'est une forme de soumission indirecte, alors? Oui, tout à fait. Voilà, plus une femme va être diplômée et plus elle va s'autoriser à dire non. Petite statistique, 16,9% des femmes âgées entre 35 et 49 ans sans diplôme déclarent qu'il leur arrive souvent d'avoir des rapports sexuels sans en avoir envie. Donc en gros, il y a 2 femmes sur 10 qui ne sont pas diplômées qui ont des rapports sexuels non consentis. Et ce chiffre tombe à 7,4% pour les femmes qui ont un diplôme supérieur à Bac+2. Et donc peut-être qu'elles sont diplômées et que sans doute elles ont de meilleurs revenus. En fait, c'est ça, c'est plus diplômées, plus autonomes financièrement. Les femmes disposeraient ce qu'on appelle des capitaux sociaux pour négocier ce qui se joue dans les rapports sexuels. Le problème, c'est que inconsciemment, il y a cette idée que les femmes doivent répondre à leur devoir conjugal qui n'existe plus sur le plan légal. Mais apparemment, il existerait encore. C'est en train de se battre. inconsciemment. Ouais, mais voilà, il existe sur le plan inconscient. Et donc, en fait, les femmes qui sont diplômées, qui ont un bagage académique de niveau supérieur, ça leur permet d'avoir plus de pouvoir et donc de se sentir plus libre de refuser un acte sexuel. C'est de la redevabilité sexuelle. De la redevabilité sexuelle. Ouais. Je sens que ça va être le mot de la soirée là, qui nous aura marqué. Non, mais il y a aussi cette notion de pouvoir dans le couple, indirectement par l'argent, quoi. Donc, je suis la machine à sous du couple, et par conséquent, j'impose un peu mes règles et mes lois, et par conséquent, je fais ce qu'on dit avec mon argent, et par conséquent, j'établis les règles, et par conséquent, je prends pour moi la meilleure part, et je te laisse pour toi, comment dirais-je, une espèce de budget de gestion quotidienne, quoi. Argent de poche. Un argent de poche, voilà.
une espèce de sous-budget. Ouais, c'est ça. Bah, pendant très longtemps, le salaire des femmes était considéré, même dans les médias, quand on regarde dans les archives de l'INA, comme un salaire d'appoint. Oui, cette expression, le salaire Le d'appoint. salaire d'appoint, Il y avait une expression qui disait quand ma femme arrête de travailler, finalement, ça revient au même que quand je paye moins d'impôts. Aussi. Il y avait des expressions comme ça qui étaient terribles. Bon, bref. C'est dramatique. On entend bien les camions, là. On voit qu'on est au plein cœur de Paris et du 11e arrondissement. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle, puisqu'on parle de ces... On a beaucoup parlé des hommes, parce qu'on a fait la différence. Mais maintenant, je voudrais qu'on parle des femmes qui gagnent plus que leur mari. Et en fait, dans ma vie professionnelle, j'en ai rencontré énormément. Voilà. Ouais. Elles représentent un quart des femmes en couple, selon une étude INSEE. Je suis pas d'accord là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, dans les femmes qui sont diplômées, probablement, il y a un bon 45-50% des femmes qui gagnent plus que leur mari. Okay, on a souvent entendu parler des hommes qui supportent pas que leur femme gagne plus que c'est dévirilisant, enfin un vrai cliché. Vous, Margot, qu'est-ce que vous constatez? Comment se passe la vie amoureuse et sexuelle des couples dans lesquels madame gagne plus d'argent? Et après, moi, je vous parlerai d'un des aspects de ces couples-là extraordinaires. Ah, une étude en vrai. Je rebondis sur la question de Thierry, parce que la question pour moi, c'est est-ce que c'est celle ou celui qui gagne le plus qui a le pouvoir? Et donc, est-ce que c'est la femme qui a le pouvoir si elle gagne, qui a le pouvoir dans le couple hétéro? Non, pas du tout. C'est ça le truc extraordinaire. Elles gagnent plus que leurs hommes et elles créent un espèce de levier pour mettre en valeur leurs hommes. Et elles ne se comportent pas comme si elles gagnaient plus que leurs hommes, puisqu'en général, dans les exemples que j'ai vus et vécus, elles arrivent avec leur belle rémunération, elles les posent sur la table, elles demandent à leur homme de les aider à gérer ça. Parce qu'elles ont encore la charge mentale de la maison. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette charge mentale. Par conséquent, dans les exemples que j'ai vus, elles demandaient à leurs hommes de les aider. Lui, dans les exemples que j'ai, bien sûr, allait acheter la grosse voiture pour aller au ski. Et après, il disait, bon, le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est ton argent, après tout, tu t'en occupes. Voilà. Margot, qu'est-ce que vous constatez dans ces couples où la femme gagne plus que son conjoint? Alors, ça tombe bien puisque c'était l'objet de ma recherche sur le plan érotique et sur le... Alors, globalement, je suis encore en train de travailler dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai interrogé une quarantaine de couples ou d'ex-couples, et dans 2 tiers des cas, ça s'est mal fini. La relation s'est terminée. Oui. Et en fait, il y a plusieurs expressions. Il y a de ce mal-être dans le couple, il va y avoir un climat de violence qui peut s'instaurer, il va y avoir du mal-être, il peut y avoir des baisses de désir, il va y avoir pas mal de choses. Mais là où je rejoins totalement Thierry sur un point, c'est notamment dans l'idée que les femmes qui gagnent plus, pour préserver l'image de leur mari, vont avoir tendance à en faire plus à la maison, histoire de pas trop les heurter dans le cliché stéréotypé de l'homme. Pour que monsieur garde sa virilité? Exactement. En fait, la virilité, c'est important que je la redéfinisse ici. La virilité, c'est une expression de la masculinité, expression la plus connue malheureusement, qui se compose du pouvoir, de l'argent et du sexe. Donc, vu qu'on est sur un triptyque, quand on retire l'argent, il reste le pouvoir et le sexe. Donc, qu'est-ce que va faire la femme? Soit elle va essayer de nourrir la sensation de pouvoir chez l'homme en faisant toujours plus à la maison, alors que lui, en fait, finalement... il bosse moins, forcément il fait moins d'horaires, mais pour autant il va pas toucher une seule fois le linge qui traîne dans la panière. Ou alors il va y avoir des hommes pour qui ça va influencer directement leur sexualité ou qui vont contrebalancer ce pouvoir par plus de violence. Mais c'est terrible ce que vous nous dites, parce qu'on n'en sort pas. Non, non vraiment, c'est triste. C'est triste, et finalement les seules fois où ça se passe bien, c'est quand il y a une forme d'éducation féministe. C'est-à-dire où finalement l'homme s'est construit sur autre chose que cette virilité, où son identité ne se constitue pas uniquement dans ce rôle de chef de famille, et ça peut être sur, je sais pas, sa sensibilité, son art, le sport, sur tout un tas de choses, mais pas sur ce triptyque de pouvoir, sexe, argent. Ah, donc là, vous nous redonnez de l'espoir, là. À chercher du côté des nouvelles générations, d'ailleurs, peut-être. Mais pas que, pas que. La preuve, Thierry, qui a écrit des livres sur l'argent des femmes. Non, mais moi, ce que je veux ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire, et ça, c'est très, très important, c'est que, en fait, quand j'ai rencontré des couples dans lesquels monsieur gagnait beaucoup d'argent, il y avait, pour reprendre votre expression,
la virilité, le pouvoir et le sexe. Et dans l'expression du pouvoir, c'est de dire je vais investir comme ça, on va faire comme ça, t'inquiète, c'est moi qui vais le faire. Quand c'était la femme qui gagnait de l'argent, plus d'argent que lui, arrivait forcément dans mes discussions la question du couple. Comment va votre couple? Pas terrible. Bon, alors donc, c'est quand même vous qui amenez tout cet argent. Est-ce que vous voulez investir avec votre mari ou est-ce que vous voulez investir toute seule? 100% des cas, les femmes ont répondu avec mon mari. Alors que dans des situations de couple qui fonctionnent bien, qui sont récents, si jamais je laisse la porte ouverte d'1 millimètre à un mec qui peut me dire je voudrais investir seul parce que c'est mon argent, je suis foutu. Si j'ai pas bloqué la porte, je suis foutu. Il va aborder cette question. Et il va aborder cette question d'autant plus que... Et il va investir seul. Il va investir seul. Il a le désir, le souhait, le pouvoir de le faire. Après, c'est un peu mon job par ma sensibilité, parce que je ne refuse ce genre de situation. Mais si jamais je laisse faire, c'est sûr qu'il investit seul. J'ai une de mes amies qui fait des conférences en entreprise sur le leadership et l'audace, qui s'appelle Laura Le Sueur, et qui, dans le cadre, je l'ai interrogée, et qui me dit exactement ce que vous me dites, c'est-à-dire, ok, elle gagne plus, mais ensuite, encore faut-il qu'elle s'autorise à assumer, comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et généralement, en fait, ok, elles ont gagné plus d'argent, mais elles se font toutes petites. Parce que... À la maison? Oui. Ouais, à la maison. Parce que si elles avaient deux personnalités, alors une, non? Non. Non, mais même quand elles ont des rendez-vous, effectivement, en banque, elles demandent à leur mari de les accompagner avec des conseillers de gestion patrimoine, exactement ce que vous racontez. Elles demandent à ce que leur mari les accompagne parce qu'elles ont peur de rien comprendre. Alors que c'est des nanas qui gèrent des millions, qui sont au top d'entreprise, qui manient le risque mieux que personne. Et pour autant, dès qu'il s'agit d'elles, il y a cette espèce de biais qui revient et voilà. Et elle freine. Et donc, à la banque, elle joue quelque part la petite chose fragile. Non, elle joue. Je pense pas qu'elle joue. Non, elle joue pas. En demandant la protection et le conseil du non, conjoint. c'est juste qu'elles ont besoin d'être rassurées parce qu'elles s'en sentent pas capables. Ah oui, elles ne se sentent pas capables, pas légitimes. Moi, j'ai entendu ici, dans ce cabinet, parler de maltraitance. C'est-à-dire que moi, j'ai une cliente qui m'a demandé d'aller avec elle dans des banques privées, c'est pas la peine de donner le nom, parce qu'elle considérait qu'elle était maltraitée. Et en réalité, ces banques en question avaient soi-disant des organisations féminines, mais donc, cette dame, elle a une culture scientifique, c'est un ordinateur, elle est méga intelligente et ainsi de suite. Et la façon dont elle a traité avec condescendance sur son argent, et qui n'était pas un peu d'argent, qui était beaucoup d'argent, à un moment donné, elle a arrêté d'aller dans les banques, elle a suspendu tout. Et bon, par un concours de circonstances, on s'est rencontrés, un livre, machin, une rencontre. Et donc, quand je l'ai accompagnée dans les banques, qu'on sortait de là, elle me remerciait, elle me disait « Vous voyez, il ne me parle pas comme il me parle quand je suis seul. Vous voyez, il ne me traite pas comme il me traite quand je suis seul. » Et maintenant, on a rétabli des relations avec les banques et toutes les banques savent que je suis là. Voilà. Et donc, ça a changé les rapports de la banque à la cliente, qui, en passage, pour une très grande banque super privée, avait fait une très grande bêtise, surtout à son avantage, la banque. Il y avait pas... Donc voilà, quand je suis arrivé et que je leur ai mis le doigt sur le truc, sur le sujet qui était pas très élégant, tout a changé. Ouais, mais c'est triste. Bien sûr. Non, mais c'est pas triste. C'est du paternalisme. Enfin, c'est triste. Oui, que c'est du papa qui va le la banque. mot. C'est une forme de paternalisme. C'est une forme de paternaliste, quoi. En fait, reprenons les choses. Mais qu'est-ce qu'un banquier? C'est juste un commerçant. Qu'est-ce qu'un commerçant qui va vendre des produits beaucoup plus chers que les autres et qui ne sont pas forcément du niveau de qualité, de la qualité des produits? Eh ben, c'est un commerçant qui n'est pas très honnête, qui n'est pas très régulier, qui n'est pas très droit, qui n'est pas très éthique. Eh ben oui, on rencontre malheureusement des gens qui se permettent ça dans des situations de... On ne va pas dire de faiblesse, c'est pas de l'abus de faiblesse, il y a des situations dans lesquelles il y a des gens qui profitent de la situation. Malheureusement, dans le sujet de l'argent et avec les femmes, il y a des gens qui sont encore là. Oui, mais ce que je disais, c'est que je trouve ça triste qu'il a fallu que vous accompagniez votre cliente pour qu'elle soit prise au sérieux. Mais ce que vous racontez, même sans tomber dans les hautes sphères, au quotidien, je vais à la banque toute seule. Le ton qu'on emploie pour me parler, c'est pas le même que quand il y a mon mari. Et quand il y a mon mari, il le regarde dans les yeux et pas moi. Ah oui, c'est fou. Alors qu'on achète à deux. Ah oui, c'est dingue. Non mais attendez, c'est une blague.
En fait, moi, je vais mettre de l'argent aussi. Hein, donc, Coco, si tu me regardes pas dans les yeux, je vais aller voir une autre banque et qui sera OK pour juste me regarder dans les yeux. Je demande juste ça. Hein. Je demande pas le petit café Nespresso avec les macarons. Hein. Alors, dans un rendez-vous, c'est anecdotique, hein, je débarque, je dis, voici la cliente, moi, je viens juste l'accompagner. Et le banquier était penché sur moi comme si j'avais un décolleté. C'est ça. Et à un moment donné, je lui fais, attendez, s'il vous plaît, vous pouvez parler à ma cliente. Ma cliente me regarde, elle me dit, non, j'ai pas envie qu'il me parle. Je dis, bah, on s'en va. Et on s'est levé, on est parti. Et elle a raison. Bah, bien Elle sûr, a raison. oui. J'ai bien présenté la cliente, j'ai donné ma carte de visite de conseil en étant bien sûr que tout le monde comprend que je suis le conseil, mais on parlait d'homme à homme. Voilà, C'est ridicule. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, pour revenir au couple, on a parlé du couple hétérosexuel. Je voulais savoir, Margot, d'après vos constats, est-ce que c'est pareil la relation du couple à l'argent dans les couples LGBT? Non. Est-ce qu'on parle plus facilement d'argent? Alors ça, je sais pas. Il y a Ça, plus j'en sais rien. d'égalité? Par contre, je peux vous dire que les femmes dans les couples homosexuels ont des carrières qui avancent plus vite et gagnent plus d'argent que les femmes hétérosexuelles. J'ai écrit un post récemment qui s'intitulait « Les femmes en couple et hétérosexuelles, grandes perdantes sur l'échiquier des salaires » avec un point d'interrogation. C'est un post qui a suscité beaucoup d'émotions et de réactions. Tout simplement parce que, voilà, selon l'INSEE, dans une étude, les salaires perçus par les femmes en couple hétéro sont de 16 700 € en moyenne, 29 000 € pour le monsieur, avec un écart de 42%. Là où on sait que les moyennes nationales pour équivalent temps plein sont de 9%. Et donc, je me suis interrogée, je me suis dit, bah, tiens, ça se passe comment chez les femmes homosexuelles? Et je suis en train de chercher des statistiques dessus. Mais dans ce que je vois, il semblerait, conditionnel bien sûr, mais que clairement, elles n'aient pas du tout ces problématiques-là. Qu'elles gagnent autant, plus, et qu'elles s'en sortent mieux que les femmes hétérosexuelles. Donc l'hétérosexualité cause. serait mauvaise pour nos finances. Non, mais c'est une question de disponibilité. Enfin, je veux dire, on sait bien que dans des secteurs de l'industrie, on préfère. Il y a des secteurs d'industrie dans lesquels on veut recruter que des homosexuels pour la disponibilité, pour les expatriations. Oui, aussi, c'est vrai. Elles peuvent avoir des enfants, les femmes. Surtout, là, je parle des femmes lesbiennes. Hein. Ouais. Donc, alors, en plus de ça, c'est la discrimination. Alors ça, mon Dieu. Mais clairement, on n'aime pas ça. Mais surtout que là, on parle de 2 femmes. Donc, il y avait une étude américaine qui disait que le premier plafond de verre des femmes, c'était surtout leur couple hétéro. Je trouve ça génial. Alors, toutes célibataires, toutes lesbiennes, pour être sûre d'avoir à peu près un peu d'équité dans son couple. Franchement, ouais. Franchement, ça interroge, ça interpelle. Hein. Bah, statistiquement, oui, ça fait peur. Quand on voit la reproduction des modèles, le poids du patriarcat, les violences économiques, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vais rebondir un peu dessus, mais une violence physique faite aux femmes, dans 20% des cas, il y a de la violence économique. Oui, c'est corrélé. C'est corrélé. Donc, en fait, je veux dire, autant être seule, quitter vos mecs et rester seule, quoi. Oui, c'est un appel à la révolution. Bon, alors, après l'appel à la révolution de notre amie Margot, je voulais juste qu'on parle des couples dans lesquels les revenus étaient similaires. Ah oui. Comment ça se passe sous la couette pour les couples qui ont des revenus à peu près identiques et qui, à un moment donné, divergent ou convergent parce qu'il y en a un qui a reçu un héritage et l'autre pas d'héritage. Finalement, économiquement, il y en a un qui décroche par rapport à l'autre. Un couple de jeunes profs, par exemple. Ou entre autres. Voilà. Entre autres, moi, j'ai qui gagnent la même chose oui, j'ai rencontré ma première expérience d'une éditrice. En fait, ils étaient pacsés, ils avaient à peu près les mêmes revenus, tout allait bien, jusqu'au jour où il hérite. Elle va chez le notaire avec lui, elle dit « Je suis ma compagne », on la met dehors. On lui dit « Non, madame, vous êtes la compagne. Ici, il y a que les femmes mariées qui sont là. » Hop, on la met dehors. Et puis après, lui, il vient, il lui dit « Bon, alors, pour l'ISF, on partage comment ?» Elle lui dit « Mais non, l'ISF, c'est ton patrimoine et c'est pas le mien. » Et bon, le couple, après, c'est... Ouais, effectivement, dans les couples pour qui c'est une situation changeante, c'est très compliqué parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on parle de contrat implicite. Alors là, pour le coup, c'est un contrat explicite. Mais quand il y a une bascule de revenus qui va influencer les revenus du couple dans un sens comme dans un autre, effectivement, ça vient, ça perturbe tout le monde. Ça vient remettre les cartes sur table. Donc là, effectivement, j'imagine que sur le plan de la sexualité, ce ne sont que des suppositions. C'est très complexe. Après, dans les couples qui gagnent la même chose, j'ai envie de vous dire, c'est comme tout le monde, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas.
Il y a des fois où ça s'envoie en l'air gaiement et d'autres un peu moins, et c'est OK. Enfin, c'est la vie. Alors, je voulais qu'on parle des familles recomposées. Oui. J'ai le sentiment que c'est encore plus compliqué. Vous me direz si je me trompe ou pas. J'ai l'impression que c'est encore plus compliqué de parler d'argent dans les couples, pour les femmes, dans le couple recomposé, dans la famille recomposée. Parfois parce que le conjoint ou le concubin a une partie de ses revenus qui part en pension alimentaire, voire en prestations compensatoires. Il peut avoir des crédits toujours en cours, qui datent de son premier couple, des dettes. Il y a aussi des enfants d'un premier mariage qui peuvent voir leur belle-mère comme une profiteuse. Et puis, en cas de décès, ils lui feront peut-être pas de cadeaux. Il y a l'oncle de la première épouse qui, en cas de décès, souvent a plus de droits que la nouvelle conjointe, surtout quand le deuxième couple est en union libre ou pacsé sans testament. Qu'est-ce que vous constatez, vous, Margot, chez les femmes qui sont en famille recomposée ? Alors, j'ai pas eu de cas comme ça, en fait. Et je pense que c'est effectivement quelque chose de très tabou. Je pense que c'est déjà des familles qui n'ont pas le temps d'aller voir une sexologue, clairement, entre toutes leurs obligations familiales, primaires et secondaires. Donc, je sais pas. Là, j'avoue, j'ai aucune idée. J'imagine que c'est encore plus compliqué, parce que plus on rajoute des intervenants dans une prise de décision, plus, de toute façon, c'est bien connu, c'est compliqué. Mais alors, j'avoue, ce ne sont que des suppositions. Alors, peut-être que Thierry, vous pourrez nous éclairer là-dessus, vous, de votre constat. Toi, parmi tes clients, Moi, je ne peux pas parler de sexualité des couples recomposés, mais D'argent, en tout cas. mais d'argent, en tout mais cas. l'argent, Non, juste, oui. En fait, effectivement, le sujet dans les couples recomposés, c'est chacun des deux arrive avec un morceau de patrimoine qu'il a finalement réussi à récupérer d'un divorce. Et puis après, toute la question se pose de le peu de patrimoine que j'ai ou le patrimoine que j'ai, je veux le consacrer à mes enfants, je veux en aucun cas me remarier ou en aucun cas faire des projets de long terme parce qu'on ne sait pas. On a déjà vécu une expérience qui s'est pas finie très heureuse. Enfin, voilà. Ouais. En tout cas, la complexité, c'est très complexe, l'argent dans les couples recomposés. Alors, donc, moi, je voudrais aborder une dernière question. C'est le sujet de ces femmes qui sont retraitées aujourd'hui ou qui vont l'être bientôt et qui, globalement, vont avoir des toutes petites retraites parce que elles ont des carrières hachées, parce que elles ont travaillé avec leur mari gratuitement pendant des années. Et est-ce que vous, en étant déclarées ou pas déclarées, mais enfin bon, en étant toujours mal payées, est-ce que vous voyez encore ces femmes qui refont cette même erreur et qui se rendent disponibles corps et âme sans penser à leur retraite finalement, parce qu'elles ont obéi à un mari, à des injonctions sociales? Oui, parce que effectivement, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, quand on est capable de me dire dans mon cercle proche, j'ai 30 ans, non, mais nous, on partage tout, on s'aime trop, etc. Il y a encore cette dimension sacrificielle de l'amour et cette espèce de reproduction inconsciente du schéma familial hétérosexuel où, en fait, les femmes s'oublient, de toute façon. Et déjà qu'elles ne pensent pas à l'argent, mais alors la retraite, et l'argent qu'elles vont gagner à la retraite, c'est encore loin, c'est trop loin. De toute façon, elles n'ont même pas le temps d'y passer, en fait, vu qu'elles s'occupent de tout. Donc, je le vois et ça me fait peur. C'est cette notion de les femmes s'oublient, sur laquelle il faut insister. C'est vrai parce que moi, je les vois, quand elles arrivent ici, des femmes très intelligentes qui ont organisé des carrières pour des grands consultants, des grands patrons. Ces femmes se sont oubliées. Et un jour, quand elles se réveillent, elles découvrent l'ampleur du désordre. Et qu'est-ce que c'est que l'ampleur du désordre ? Tous les immobiliers qui ont été achetés sont au nom de monsieur. Et un monsieur propose à madame une chambre de bonne pour aller finir sa vie, un truc, une horreur. Il y a, déjà, il y a Titu Lecoq qui a sorti son livre bien évidemment connu, Le couple et l'argent, où elle parle effectivement de la théorie du pot de yaourt. Et il y a eu une série de podcasts qui, moi, m'a bouleversée sur France Inter, qui parle de ces femmes qui ont grandi dans des prisons dorées tout au long de leur vie et qui se sont faites lâcher du jour au lendemain dans ce cliché pour une femme plus jeune et qui se retrouvent sans rien. Voilà. Vous nous rappelez peut-être rapidement ce que c'est que la théorie du pot de yaourt ? La théorie du pot de yaourt, c'est Titu Lecoq qui en parle et qui dit qu'en fait, le couple, pour un espèce de pseudo-équilibre financier, lui va prendre en charge les frais fixes, donc le paiement de l'appartement, les investissements. Maison. Voilà, les investissements. Et les femmes vont prendre, dans les couples hétéros, toutes les charges du quotidien.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a une séparation... Enfin, je ris, mais c'est dramatique. Hein, c'est vraiment pas un rire de moquerie, mais c'est un rire de fatigue. Un rire triste. Un rire triste, sourire voilà. triste. Lors d'une séparation, en fait, vu que tous les biens immobiliers sont au nom de monsieur et que madame, à part acheter des pots de yaourt, elle n'a rien fait. J'appelle ça la gestion financière optionnelle et la gestion financière obligatoire. Obligatoire parce que tous les soirs, à table, il faut qu'il y ait de quoi manger pour tout le monde. Donc, des Et pots de la yaourt. gestion optionnelle, c'est quand je fais des investissements, j'ai le temps de décider. Quand je paye des voyages, j'ai le temps de décider. La voiture, le ceci, le cela. Et donc, en fait, il y a des maris comme ça qui reprochent à leur femme d'être toujours dans l'urgence de dépenser de l'argent. En fait, elles ne dépensent rien d'autre que des pots de yaourt. Exactement. Eh bien, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et c'est la fin de cet épisode sur le rôle de l'argent du couple et de son rôle sur son intimité, sa sexualité. Margot Théroux, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Nous recommandons votre site margot-théroux.fr, je l'ai bien dit. Ouais. Et votre compte Instagram où on peut vous suivre. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère que cet épisode vous a fait réfléchir sur votre fonctionnement de couple, qu'il vous a peut-être même ouvert les yeux et, qui sait, vous incitera peut-être à mettre les pieds dans le plat et à aborder enfin les questions qui fâchent. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify ou Apple Podcast ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez retrouver les conseils de Thierry dans ses livres. Les filles osons parler argent chez Duno, coécrit avec Catherine Lotte-Vernet, et aussi L'argent au féminin, coécrit avec toujours Catherine Lotte-Vernet et aussi Sophie Mufang. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram Argent Parlons Cash les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci encore à tous les deux. Au revoir.